Donc bonjour, Bonjour Alan. c'est la première fois que je t'interviewe, donc du coup qui es-tu? Je suis un bébé fox stellaire à paillettes. Bien, bien. Donc je suis Morgane of Glencoe sinon aussi, de mon nom humain. Et très bonne occasion pour réparer cette oubli d'interview depuis quelques années, puisque l'année dernière à Westurland, tu avais annoncé la reprise de ton cycle La Dernière Guest aux éditions Water, et qu'il y a déjà 3 premiers volumes qui sont sortis. Alors comment s'est passée cette décision? Alors, ça s'est passé parce que Jean-Marie Guater a réussi à faire quelque chose d'extrêmement rare. Il a fait un sous-entendu que j'ai compris. Voilà, je crois qu'on peut noter la qualité de la chose parce que du coup d'habitude je ne comprends pas les sous-entendus. Je lui avais envoyé un petit roman pour enfants de 8-12 ans, qui est d'ailleurs sorti maintenant, qui s'appelle Le Bisclaveret de Guerlédan. Si vous savez pas ce que c'est qu'un bisclaveret, lisez le livre et vous saurez. Et Guerlédan est un bled en Bretagne, ça j'ai le droit de le dire. Et donc du coup, je lui envoie ce petit roman, jeunesse, et il me répond dans les 48 heures en me disant « Je prends, j'adore, c'est trop bien ». En même temps, c'était très breton. Donc du coup, il avait peu de chance de pas aimer. Et il me dit « Et au fait, pour La Dernière Geste, est-ce que tu as retrouvé un éditeur ?» Et là, je lui dis « Non, tu veux ?» J'avais donc compris qu'il y avait le sous-entendu qu'il le voulait. Et du coup, il l'a pris. Voilà. Et donc, du coup, on a republié. Donc là, nous sommes à l'heure où je parle le 27 avril. Les tomes 1 et 2 sont ressortis. Et les 3 et 4 arrivent le 30 mai en librairie. Il y aura quelques avant-premières en salon, avant, à Redon, au Mystérial et aux Imaginales à Épinal. Et du coup, vu que les 3 premiers avaient déjà été écrits et publiés, est-ce que tu les as retravaillés? Oui. Alors, je vais être honnête, le 1 et le 2, oui. Le 3 n'en avait pas besoin, donc il est tel quel. Par contre, dans le 1, j'ai rajouté des scènes, voilà, et dans le 2 aussi. J'ai rajouté des scènes essentiellement, voilà, en particulier parce qu'il y avait des personnages que les gens voulaient voir plus. Alors je leur ai donné du rab, voilà, parce que je suis très dévouée à mes fans et que donc ils voulaient plus de certains persos, donc je leur en ai donné plus. C'est vrai que tu as une très forte présence auprès de tes fans, que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitch et autres. Comment on gère dans le même temps tous ces aspects-là? Alors, c'est vrai que j'ai une commu de fans très active. C'est pas ma faute. Elle s'est auto-construite toute seule. Au début, elle s'est quand même construite aussi parce que à cause de mon deuxième métier, à savoir musicienne de scène. Et donc, il y a eu un transfert entre l'effet communauté de fans de l'artiste de scène et communauté de fans de l'autrice. Et, euh, et oui, oui, c'est vrai que je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà. Mais ils ont un Discord. Voilà. Et ils m'envoient beaucoup de fan art, de covers, de trucs. C'est très cool. Pour la sortie, là, le retour, il y a même un gars qui a fait une compo, Bouli. Voilà. Coucou Bouli. Il a fait une composition, une chanson. Voilà, pour La Dernière Geste. Et ensuite, il a tourné un clip sur des rails désaffectés en costume de fourmi. Moi, je trouve que c'est beau. Voilà. Mais ils font ça tout seuls, moi je fais rien. Hein. Moi, c'est leur décision et ça leur appartient. Et c'est très cool. Par contre, je suis très contente. Voilà. Après, j'ai des cosplays, des fanarts, des trucs. Je suis une autrice comblée. Voilà. Mais c'est eux qui sont fous. Hein. C'est moi, je. Oui, mais c'est aussi parce que tu as beaucoup d'interactions avec eux. On voit que tu prends du temps avec les personnes qui viennent échanger avec toi, qui viennent parler. Tu prends le temps aussi de présenter La Dernière Geste et tes œuvres et ton métier. Ben oui, mais parce que sinon ce serait triste, non? Je sais pas. Il faut Je pas suis bien faire. d'accord. Si, il faut faire, faut faire. Je crois ne pas être capable de faire autrement. Voilà. Et des fois, les fans me font la réflexion que des fois, on a l'impression que je suis aussi une fan. Et oui, je suis une fan de mon propre travail. Heureusement, en fait, quelque part. Sinon, la plaie. C'est un peu inquiétant autrement. C'est un Non, peu inquiétant autrement. voilà, mais je suis une fan de mon propre travail, pas de ma personne. Voilà. Et je tiens beaucoup à ce que les gens restent fans de mon travail, mais pas de ma personne, parce que moi, je suis un humain comme les autres.
Et, Voilà. et si on parle un peu de l'histoire, donc tout commence par l'arrivée finalement de Yuri avec l'ambassadeur japonais dans une France qui est encore avec un roi. Et on trouve, enfin, elle vient et elle a pour, elle va avoir comme mission d'épouser finalement le dauphin. Bon, ça part un peu en sucette après, hein, on peut se le dire sans spoiler grand chose. Je crains que ça ne soit pas un spoil. Et c'est un, comment on fait pour faire, comment elle fait pour faire sauter son carcan? Qu'est-ce qui la pousse à faire sauter son carcan? En fait, alors il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur la décision d'Yuri, mais moi je trouve qu'en fait, on la voit. Je l'ai préparée cette décision. Il y a tout depuis le prélude qui dit que profondément il y a quelque chose qui la gêne dans le milieu social dans lequel elle est, que profondément c'est quelqu'un qui a une vue plus grande que ce qu'on lui impose, et en plus c'est une... Bah, Yuri n'a pas que des qualités, c'est ça qui fait son intérêt, mais si elle a bien, je pense, 3 qualités. C'est d'une part qu'elle a un culot absolument monumental, voilà, c'est pas forcément quelqu'un de courageux, mais c'est quelqu'un d'extrêmement téméraire quand il faut. Elle a vraiment voilà. C'est un caméléon social, c'est-à-dire que tu la mets dans n'importe quelle situation sociale, elle va s'adapter. Et je pense que sa 3e qualité, c'est que c'est quelqu'un qui a la qualité de vouloir rencontrer les gens pour ce qu'ils sont, alors que toute son éducation va dans l'autre sens en fait. Et on la voit, la fissure chez Yuri dès le début, dès le prélude, on la voit. Dès le prélude, on voit qu'en fait, elle ne fait qu'utiliser les outils qu'on lui donne pour faire ce qu'elle n'est pas censée faire. Voilà, je peux pas dire ça sans spoiler le prélude, donc je reste floue. Mais la faille, elle est là. La faille, elle est là. La faille, elle est dans la scène, bon là, c'est pas du spoil du coup, quand elle propose à son garde du corps de jouer au Go. C'est son garde du corps. Elle lui propose de jouer au Go. Ça prouve qu'en fait, elle le voit comme une personne, pas juste comme son garde du corps. Alors certes, elle trouve très agréable qu'il ait le même niveau au Go que elle. Voilà. Le Go, c'est un jeu traditionnel chinois d'origine, mais qui est très apprécié au Japon. Voilà, c'est l'équivalent des échecs, quoi. Mais ça prouve qu'en fait, pour elle, c'est au-delà de juste une fonction. En fait, elle voit toujours les gens au-delà de leur fonction. Et en fait, le carcan, il est prêt à sauter et quelque part, c'est la goutte d'eau. Il lui fallait la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase, il fallait l'étincelle qui allait fiche le feu aux poudres, et au moment où ça arrive, ça arrive. Et elle fuit finalement son futur promis, donc Louis-Philippe, Ouais. qui, alors j'ai trouvé le personnage un peu triste dans le sens où, donc il est très agressif et c'est vraiment un sale type, mais on a l'impression qu'il est aussi conditionné lui-même par la société dans laquelle on l'a mis et que, alors je vais pas parler de lui comme une victime parce que c'est absolument pas le cas, et il subit un peu cette, il n'est que la conséquence d'une société qui le conditionne dans cet aspect-là. Ouais. D'accord. Oui, Louis-Philippe n'est pas un méchant. Il n'est pas méchant. Si tu fais le jeu. Honnêtement, il faut qu'il arrive au tome 3, et encore à la fin du tome 3, pour faire pour la première fois un truc qui est mal de son point de vue. Tout le reste, tout ce qu'il fait, de son point de vue, est justifié, est justifiable. Et si on prend le temps, 3 secondes, de se mettre à sa place, il fait que des trucs bien de son point de vue. De son point de vue à lui, quoi. Alors malheureusement, son point de vue, il se trouve qu'il est très conditionné par son éducation. Et certes, il est désagréable et agressif, mais est-ce qu'on peut prendre le temps de dire qu'aussi, le gars est grand, blond, a les yeux bleus, est un excellent escrimeur, est très intelligent, c'est un bon stratège, et en plus, il est sincèrement amoureux de Yuri. Voilà. Il faut quand même... Voilà. Et en plus, il adore son petit frère. C'est un très bon grand frère, et je pense qu'il faut le souligner. Oui, c'est un très bon grand frère. On voit que la bascule se passe finalement à un moment, et je spoilerai pas, où enfin, il vient à l'aide en même temps de sa mère et de son petit frère. Ouais. C'est ça, et de sa meilleure amie, parce que oui, il a aussi une meilleure amie, ne l'oublions pas, Aliénor. Et oui, en fait, c'est-à-dire que non, Louis-Philippe n'est pas un sale type. Enfin, si, un peu aussi. Mais c'est plus que juste un sale type. C'est le sale type qu'on peut, entre guillemets, comprendre. C'est le sale type qui aurait pu être quelqu'un d'autre, si on lui avait donné la chance d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que beaucoup de gens qui sont des sales types, et il y en a, pour moi, il y a 2 catégories de sales types. Il y a les sales types qui sont vraiment des connards, et que quoi que tu fasses, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qu'on déshumanise et qu'on résume, en fait, à leurs actes et à leur conditionnement,
alors qu'en fait, on veut pas voir que d'abord ils sont privés de leurs rêves en fait, et qu'en fait tout ce qu'ils font de leur point de vue est justifié. Et c'est terrifiant. C'est beaucoup plus terrifiant pour moi ça juste un vrai sale type. T'as juste envie de le tuer. D'ailleurs, de temps en temps, j'en mets un et je le décanille comme ça, on est content. C'est cathartique, c'est sympa. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui sont simplement prisonniers du carcan dans lequel on les a enfermés. Et Yuri, elle pète son carcan. Mais le carcan de Louis-Philippe, il est tellement confortable. C'est plus sympa pour lui que C'est le problème, en fait. Voilà. C'est que Yuri, son carcan, il est pas confortable. Donc c'est simple de le péter, finalement. Puisqu'elle le déteste depuis le début. Mais Louis-Philippe, son carcan, mais il est tellement... Enfin, il est en velours, il est tout velouté. Et en plus, on l'a mis sur une jolie estrade. Et avec des paillettes et du doré et des petits... Voilà, il se rend même pas compte, en fait, qu'il a un carcan. Parce que le sien, il est tellement valorisant, il est tellement agréable, il lui offre tellement tout. Il se rend même pas compte, en fait, qu'il est enfermé, finalement, dans sa tête. Et du coup, en miroir, alors je parlerai pas de Keltia tout de suite. Il y a d'abord les égouts, les égouts de Paris, dans lesquels il y a une société qui, alors je sais pas si on dit qui résiste, qui survit, etc. Mais on est au stade de la survie. Hein. Voilà. Je rappelle, c'est la société qui a pas de dessert et qui a pas assez de godasses pour tout le monde. Donc, du coup, ils ont un stock de godasses de une de chaque taille. Et si la personne qui est partie avec la même taille, bah, démerde-toi, tu marcheras pieds nus, quoi. Voilà. Et donc, dans cette société-là, Yuri va voir qu'il y a une autre façon de penser, qu'il y a une autre façon de voir le monde, ouais. Et notamment, alors j'ai trouvé la société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus dans le consentement. Je pense que c'est le bon terme à utiliser dans ce cadre-là, ouais. Et une plus grande ouverture d'esprit. Oui, et pour autant, c'est pas une utopie. Je le dis parce que, alors dans la lecture du 1, j'ai fait ça, j'ai pris le temps de remontrer que les égouts ne sont pas une utopie, c'est juste mieux qu'au-dessus. Mais c'est pas pour autant que c'est parfait. Et les égouts, ils sont dans une dynamique de survie. Et donc, en fait, pour les égouts, je me suis beaucoup inspirée des lois des bateaux. Parce que quand t'es en mer, le reste est hostile. Et du coup, et en fait, eux, c'est un peu la même dynamique. En fait, c'est au-dessus, c'est hostile. Voilà. Il y en a une partie, ils peuvent pas monter à la surface parce que sinon, ça risque de finir avec une balle dans la tête. C'est contrariant. Donc, du coup, en général, ils restent en bas, ou alors, quand ils sortent, c'est en se planquant. Et les égouts, c'est cette société qui essaye d'être bonne, qui réussit pas forcément, mais qui est tellement dans des dynamiques de survie qu'elle en vient à être extrêmement brutale aussi, en fait, finalement. Parce que bon, il y a un événement dans les égouts où, si je dois montrer que c'est pas une utopie, quand même, il y a un très gros détail dans le tome 1 qui fait qu'on sait normalement que c'est pas... voilà. Et c'est pour montrer aussi, des fois, que même quand on veut faire tout ça, tant qu'on est dans une dynamique de survie, on va quand même retourner à faire des trucs qui sont, enfin, finalement, qui sont horribles, quoi. Alors même qu'on est une société inclusive, alors même qu'on a essayé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Bon, bah voilà, oui, Yuri, quand elle atterrit dans les égouts, enfin, il y a 2-3 détails, elle était pas prête, quoi. Ce qui est très drôle d'ailleurs. Elle était vraiment pas prête. Mais peu à peu, du coup, cette dynamique-là. Et pourtant, on se retrouve face à une société qui est forcée à la violence et à la brutalité parce qu'elle est dans une dynamique de survie. Et ce qui est intéressant, alors après, il y a Keltia qui, je dis une bêtise si je dis que c'est la Bretagne un peu étendue. C'est la Bretagne et les îles britanniques, c'est les anciens pays celtes. Enfin les pays celtes modernes, voilà, on va dire plus précisément, moins la Galice parce que c'était compliqué vu qu'ils sont en Espagne, et plus l'Angleterre parce que du coup il fallait que je rattrape pour qu'il reste 7, c'était bien. Voilà, et donc du coup dans on a beaucoup de créatures de l'imaginaire populaire, notamment des fées, certaines qui ont besoin d'être réparées, enfin qui ont des blessures, qui ont été etc. Et on sent une grande solidarité entre toutes ces communautés, un respect de la différence et quasiment en opposition. Enfin, on a l'impression d'avoir un chaud et froid avec la France. On va réussir à réconcilier ça sur ta pathologie. Alors, sans spoiler. Sans spoiler. Oh, ça va être chaud. Bon, alors on le spoil pas. On dit pas. Je dirais que la fin est logique. Alors, je vais dire ça. Attention, t'es prêt? Allez, je trouve une formulation bien. Keltia est une utopie, ou du moins qui s'en rapproche le plus en restant réaliste, parce que je voulais que ça reste réaliste. Et de fait, le système qu'elle tient est réaliste, mais aussi proche de l'utopie qu'on peut aller. Voilà. La fin sera cohérente et logique. Les miracles n'existent pas.
Ok, ça donne une tendance quand même. Voilà. La fin, voilà. Les miracles n'existent pas et je pense que c'est important de le dire. On ne peut pas raisonnablement demander à des gens de passer d'une tyrannie à une démocratie parfaite. Il n'y a pas d'exemple historique où c'est arrivé. Voilà. Et je pense profondément que les gens ne sont pas prêts. D'ailleurs, le fait d'apprendre la liberté, c'est l'une des thématiques de la dernière geste, puisque Yuri, c'est ça. C'est le tome 1, Yuri, c'est apprendre la liberté. Le tome 2, c'est mettre en pratique sa liberté. C'est compliqué, d'accord? Voilà. Et c'est la thématique de Yuri, c'est la thématique de Bram, c'est la thématique d'un certain nombre de personnages. Et finalement, en fait, c'est l'une des grandes thématiques de la série. C'est que feras-tu de ta liberté si on te la donne? Et je trouve aussi que dans l'évolution de tes personnages, qui était très marquée, hein, on voyait Yuri très soumise dans les premiers tomes, chaque personnage avait un peu son précaré, on trouve une vraie évolution, je pense notamment à son garde du corps, je ne spoilerai pas, mais qui qui développe au fur et à mesure un changement, notamment dans sa relation avec sa lieutenante. Ouais, qui elle aussi change énormément. Qui elle aussi change dans énormément. Le genre d'évolution, elle se pose aussi. Et tu crois en la capacité des personnes à évoluer face aux événements? Eh ben, je vais dire oui parce que je l'ai fait. Voilà. Oui, parce que moi, je l'ai fait. Et j'ai vu un tas de gens le faire. Et je pense que profondément, il y a des choses qui nous sont intrinsèques. On a un caractère. Vraiment. Enfin, voilà. Alors, certes, qui peut s'être créé, qui peut, voilà, je vais pas rentrer dans l'inné l'acquis, j'en sais rien et je m'en cogne. Mais j'ai vu trop de gens évoluer, arriver à remettre en question ce dans quoi ils avaient été éduqués, remettre en question leurs croyances, des fois pour les confirmer, ou des fois pour choisir ce qu'ils en gardaient. En fait, alors, je vais citer une phrase qui est dans le livre, qui sera dans le tome 5. Voilà, donc je verrai l'année prochaine. Alors, j'ai plus la citation exacte en tête, je l'ai écrit l'autre jour. C'est devenir adulte, c'est peut-être ne garder de son enfance que ce qu'on souhaite d'en garder. Voilà. Et je pense que c'est... Bon, après, la phrase est plus longue et plus compliquée. Mais j'ai vu trop de gens le faire. Y compris des gens chez qui je l'attendais pas. Y compris des gens dont je pensais que c'était fichu. J'ai vu des gens briser des conditionnements mentaux énormes. Simplement parce qu'à un moment donné, on leur en a donné la possibilité. Voilà. Simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu en eux, mais porté par l'extérieur, et parce qu'on n'est pas une bulle, tu vois. On est constamment en bump avec l'extérieur, et des fois, on laisse dans tout ce polissage, tu vois, on est comme un joli galet bien poli, mais il est en silex, et il reste à une petite aspérité, et un jour, paf, un autre silex, et ça fait du feu. Et bon, c'est une très mauvaise méthode IRL pour faire du feu. Mais là, pour la gloire de la métaphore, on va la conserver. Et il y a des gens qui ne changeront jamais. Et il y a des vrais connards. Et il y a des vrais salauds. Mais ces gens-là ne justifient pas qu'on ne donne pas leur chance aux autres. Voilà. Et moi, j'essaierai toujours. Bon, jusqu'au moment où je me dirais, bon, alors là, c'est foutu que quelqu'un d'autre s'en occupe. Moi, je rends mon tablier pour celui-là. Mais des fois, tu rends ton tablier pour celui-là. Mais c'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rattraper. Et moi, il y a un tas de gens, en fait, qui m'ont appris à remettre en question mes croyances, des fois volontairement, des fois pas volontairement. Des fois, des gens décédés depuis des siècles avant moi, des fois, des gens que je rencontrais, des fois, des plus jeunes, des fois, des plus vieux. Et j'ai vu trop de gens le faire pour ne pas y croire. Et voilà, j'ai vu trop de gens le faire pour ne pas y croire. Et du coup, là, les prochains mois, donc ça va être la tournée pour la sortie de du quatrième volume. Ça se modélise comment? Où est-ce qu'on te voit dans les prochains mois? Alors, la semaine prochaine, mais je pense que tu mettras plus de temps que ça à monter cette vidéo, je serai avec Causes et Merveilles, le festival dont je suis également la programmatrice littéraire. Voilà, je programme le programme des auteurs et autrices invités. Donc j'y serai en dédicace, en concert, en modératrice de table ronde, et on pourra y trouver du coup les tomes 1 et 2
et le Bisclaveret. Et ce sera le dernier festival sans les 3 et 4 qui arriveront au Mystérial de Redon 17 et 18 mai. Voilà, et donc ce sera normalement la première avant-première des tomes 3 et 4. Ensuite, je serai aux Imaginales en concert le samedi soir. J'ai aussi des tables rondes. Et donc, les 3 et 4 seront là en avant-première. Je serai également au Evol Festival. J'aurai quelques exemplaires avec moi. Normalement, il vaut mieux me prévenir. C'est à Saint-Nolff. Là, je serai en tant que conteuse pour les enfants. Donc, si vous en voulez, il faut m'envoyer un message avant pour que je vous en apporte. Mais c'est possible. Et ensuite, je partirai en petite tournée. Voilà. Alors, j'attends toujours si vais-je avoir une dédicace au Mans. Nous ne savons pas. Il y a un suspense. Essayons. Il y a un suspense. Voilà. Sinon, j'ai le Nuage Vert à Paris le vendredi 13 juin, il me semble. Et je serai le lendemain à Saint-Dizier, puis à Nancy, le même jour, le samedi 14. Voilà, le matin à Saint-Dizier, l'après-midi à Nancy. Voilà. Et donc, où je ferai pareil, donc des dédicaces. Au Nuage Vert à Paris, je sais qu'on a prévu une soirée après, derrière, de questions-réponses. Voilà. Et j'ai encore un truc en Bretagne, fin juin. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, durant ma tournée de concert d'été, puisque, comme j'ai dit, je suis musicienne professionnelle, donc l'été, je suis en tournée de concert partout en Bretagne. Et donc là, si vous voulez, il suffit de m'envoyer un mot avant et vous l'avez à la fin du concert. J'en emporte, mais j'en emporte le nombre exact. Parce que ça pèse un âne mort et que quand je suis en concert, j'ai déjà 100 kilos de matos avec moi. J'en pèse 45. Voilà, demandez gentiment que j'ai le bon nombre et que je ne les trimballe pas pour rien. Voilà. Et je recommande fortement d'aller voir un de tes concerts, puisque pour avoir eu la chance d'avoir un petit extrait aux Utopiales il y a 2 ans. Et c'était le concert de la dernière geste. Et c'était le concert de la dernière geste. Ouais. Et c'est vraiment très sympa à entendre. Et voilà. Donc il n'y a pas que l'écrivaine, la musicienne est aussi de talent. Et la musicienne est variée aussi. Et la musicienne est variée. Voilà, parce que j'ai le concert de la dernière geste, donc qui est les compos du bouquin, voilà. J'ai la musicienne traditionnelle qui joue des jolies chansons dans des églises ou dans des châteaux ou sous des mégalithes aussi. On m'a demandé une fois ou deux, voilà. Enfin, donc dans ce genre de lieu où là c'est la musique trad et je vous propose de découvrir la musique bretonne et irlandaise comme ça. Et le reste du temps, je suis avec mon groupe de rock self féministe pirate queer qui déménage un poil plus. Je ne suis pas toujours sage sur scène. Bah, merci beaucoup, voilà. Morgane. Et puis, à bientôt dans la suite de la dernière geste ou dans ta tournée. Merci. Canapé Charles.